Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À vous. Luka. De la République de Croatie. Ramadan. De la République du Kosovo. Mustapha et Emma. De la Fédération de Bosnie et Herzégovine. Bojan et Sinisa. De la République serbe de Bosnie. Jelin. De la République démocratique du Congo. Sans vous. Sans votre exemple. Sans votre courage. Que serais-je devenu? Merci. Merci également à Klaus Steiner, Peter Amoff, Gabriel de Solage, Jean-Michel Musard, Céline Trémillon, Arthur da Silva, Samuel et David Guidon, pour leur soutien. Introduction. Ce carnet ne correspond vraisemblablement pas, ni dans son contenu ni par sa structure, au schéma traditionnel du témoignage d'un humanitaire. Il fut principalement conçu à partir des notes que j'ai prises, d'une façon très désordonnée et très incomplète, qui devaient me permettre de combler les lacunes prévisibles de ma mémoire lorsque je déciderais de rendre compte des grandeurs, des misères et des servitudes d'un humanitaire embarqué sur les principaux théâtres d'opération de son époque, minés par la guerre et la misère. Le lecteur accueillera donc ce carnet de guerre d'abord comme une éruption trop longtemps contenue, comme un cri de bonheur et de colère, d'espoir et de désespoir tout à la fois, mais surtout comme un plaidoyer pour la paix et la solidarité entre les peuples, principalement adressé à la jeunesse de mon pays. J'aurais pu narrer par le menu, dans un ordre chronologique, les étapes de mon parcours, pour tenter d'en souligner la progression à travers ses écueils et ses réussites. Mais je craignais que le lecteur ne se lasse d'une chronique nécessairement conventionnelle, peut-être fade. J'ai préféré donner à ce carnet la forme d'un florilège de récits brefs, de tableaux précis, d'anecdotes révélatrices d'un état d'esprit et d'une ambiance, d'un parcours original et chaotique. Je laisse au lecteur le soin de naviguer dans ce livre, au gré de son humeur et de ses centres d'intérêt. Les extraits de mes notes, parfois retravaillés, comme les témoignages ou les documents présentés dans ce carnet, sont mis en évidence par des caractères italiques. Ils se distinguent ainsi facilement de mes introductions, de mes commentaires et de mes analyses disposées en police romaine. Ce carnet aligne une quantité importante de noms de lieux et de personnes, d'acronymes et d'expressions dont le lecteur n'est pas nécessairement familier. Aussi, la première occurrence de chacun d'entre eux sera-t-elle suivie d'un astérisque, qui renvoie en fin d'ouvrage à un index alphabétique, lequel propose de courtes définitions. Dans le but de faciliter la compréhension des récits, ce carnet inclut quelques encadrés que j'ai insérés dans le corps du texte lorsqu'il m'est apparu nécessaire de fournir au lecteur quelques clés de lecture. Il propose enfin, en queue d'ouvrage, des cartes schématiques originales conçues pour se repérer facilement. Tous les messages, rapports, courriers et courriels rédigés en anglais, principalement au Kosovo et en Irak, ont été traduits par mes soins. Avant-propos. Les guerres se sont succédé aux guerres dans le monde depuis 20 ans, principalement dans l'hémisphère sud mais aussi aux marches de l'Europe. Jusqu'en 1992, comme la plupart des Français de ma génération nés après-guerre ayant tout juste échappé aux événements d'Algérie, je n'avais connu des conflits armés que ce qui m'avait été enseigné tout au long de mes études, essentiellement des faits d'armes, des victoires glorieuses, peu de récits de deuil et de souffrance. Je regrette de n'avoir pas tendu une oreille plus attentive aux propos des membres de ma famille, qui avaient été confrontés à la barbarie humaine, ou plutôt de ne pas les avoir questionnés davantage, car ils ont toujours conservé une grande discrétion à ce sujet. Je pense en particulier à ma tante Marie, religieuse de la congrégation des franciscaines missionnaires de Marie, qui fut d'abord envoyée au Vietnam en 1964 et séjourna à Saïgon avant d'intégrer une communauté de son ordre à Dalat. De la situation dans ce pays, elle écrira « Cette guerre ne ressemble en rien à celle de l'Europe. Les Viet Cong qui représentent dans le sud les communistes du nord se cachent dans les forêts et attaquent pendant la nuit. Si bien que j'ai presque toujours connu le couvre-feu à partir de 19h ou 20h. Les Américains aident les Sud-Vietnamiens surtout par leurs forces aériennes. Ces mois passés à Dalat, au milieu des réfugiés épeurés,
furent d'autant plus éprouvants et dangereux qu'un fort courant anticolonialiste avait pénétré jusque dans les écoles que les franciscaines dirigeaient. Dans La belle histoire de ma vie, ma tante fait état de ses craintes en ces termes. Nous vivons 15 jours réfugiés dans un séminaire avec 1000 autres personnes, au milieu des bombardements et des batailles de rue. Le soir, je préfère coucher sous mon lit que dessus. J'ai moins peur. Nommée à Jérusalem en 1972, Tante Marie fut prise dans la tourmente de la guerre du Kippour, octobre 1973. Un conflit particulièrement intense mais heureusement bref. Je pense aussi à mon oncle Louis Terrenoir, par 2 fois arrêté par la Gestapo en 1943 et 1944, alors que mon grand-père Francisque Gay et toute ma famille, recherchés par les nazis, changeaient chaque nuit d'abri par crainte d'une rafle. Dans son livre Sursitaire de la mort lente, Louis évoque les souffrances de ses anciens camarades internés au camp de concentration de Dachau, où il avait été enfermé dès le mois de mars 1944, et plus encore la manière dont ces déportés y aménagèrent leur survie. Même si je fus relativement proche de cet oncle qui devint ministre du général de Gaulle, jamais nous n'avons évoqué ensemble la Deuxième Guerre mondiale, la résistance, la déportation et les camps. Il se fit le champion de la réconciliation entre les deux pays, et força mon admiration. Sens, 11 octobre 1992, je me trouve en plein déménagement professionnel. Je viens d'installer mon entreprise de formation informatique Boulevard du Mail, à Sens, où je dispose du rez-de-chaussée et du vaste grenier d'un hôtel particulier spécialement bien adapté à mon activité. Ayant pris la décision d'emménager dans ces lieux cossus, j'ai quitté sans regret mon petit appartement de Saint-Clément. Les Français se montrent de plus en plus inquiets par la détérioration de la situation, dans ce que l'on appelle encore l'ex-Yougoslavie. Clé de lecture. Situation en Croatie en décembre 1992. Indépendante et reconnue par la communauté internationale depuis janvier 1992, sa capitale est Zagreb et son président Franjo Tudjman. Depuis le 1er avril 1991, 30% de son territoire forme la République serbe de Krajina, composée presque exclusivement de Serbes. Sa capitale est Knin. Sur le territoire croate, sont alors déployées 3 forces principales. 1. L'armée de Yougoslavie, issue de l'ancienne armée populaire yougoslave, composée presque exclusivement du Serbe, et placée sous le commandement du général Ratko Mladic. 2. Les troupes dépendant de la République serbe de Krajina, déployées en Krajina occidentale et en Krajina orientale. 3. La jeune armée croate. Les premiers combats entre forces serbes et croates commencèrent en juillet 1991, principalement en Slavonie. Le 8 novembre 1991, après un long siège, la ville croate de Vukovar fut perdue. Parallèlement, les forces serbo-monténégrines attaquèrent puis encerclèrent Dubrovnik. Hormis la poursuite du siège de cette ville jusqu'en mars 1992, les autres combats cessèrent plus ou moins après la signature d'un cessez-le-feu en janvier 1992. Un mois plus tard, s'appuyant sur la résolution 743 du Conseil de sécurité de l'ONU, 14 000 casques bleus de la FORPRONU furent déployés sur le territoire croate, principalement pour séparer les Croates des Serbes. En juin 1992, la Croatie accueillait plus de 500 000 réfugiés, moitié bosniaques, moitié croates. Le conflit s'étend, s'intensifie, et commence à mobiliser les esprits et parfois les cœurs des Européens. Des initiatives de plus en plus fréquentes sont lancées depuis plusieurs mois, notamment par des intellectuels, des hommes politiques ou des organismes de solidarité. J'appris ce matin qu'un médecin consultant à l'UNICEF, Thierry Brun, de retour d'un camp de réfugiés bosniaques près de Zagreb, avait donné la veille une conférence en ville. Lyon républicaine se fit l'écho de cette réunion, rapportant que le docteur Brun avait particulièrement ému ses auditeurs, parmi lesquels se trouvaient quelques membres de mon groupe de philo. Depuis quelques mois, je rassemble en effet chaque vendredi soir une quinzaine d'élèves de terminale pour des discussions à thème principalement philosophiques. Ces réunions, qui attirent quelques-uns des élèves les plus brillants du lycée de la ville, abordent des sujets déterminés une semaine à l'avance pour que chacun puisse y réfléchir. Les débats sont enrichissants car la parole est libre et l'ambiance décontractée. Les membres de ce cercle, aujourd'hui réunis de façon informelle dans la salle de formation de ma société désertée de ses stagiaires,
soulève la question d'un engagement de solidarité éventuel avec les réfugiés yougoslaves. Sous quelle forme? Dans quelles conditions? Nous n'en savons encore rien. Aucun d'entre nous ne connaît l'Est de l'Europe, le monde de l'humanitaire, et n'a été confronté à la guerre. Mais une petite voix intérieure nous souffle de foncer, qu'il est peut-être temps de quitter nos doctes controverses pour nous lancer dans l'action, de joindre le geste à la parole, en quelque sorte. L'un d'entre nous propose de rencontrer le docteur Brun, qui devrait utilement nous conseiller. Nous nous séparons, mais j'ai la conviction que le pas est franchi et qu'une nouvelle étape de ma vie est amorcée. Qui aurait pu imaginer que des jeunes Français de 15 à 18 ans se seraient lancés dans une aventure humanitaire extraordinairement complexe, dans une région en pleine tourmente? Qu'ils auraient obtenu le soutien du président en exercice, de la Communauté européenne? Que cette vénérable institution, peu connue pour ses extravagances, leur aurait très vite accordé sa confiance et les aurait épaulés pendant plusieurs années, sans effectuer la moindre différence entre la toute jeune ONG que ces jeunes avaient créée, rapidement baptisée Jeunesse sans frontières, avec la faute d'orthographe à frontières et ses aînées prestigieuses? Que ces lycéens auraient enfin tenu le coup, remplissant avec succès chacune des missions qui leur étaient confiées, malgré les obstacles de toutes sortes qu'ils rencontrèrent, au point de forcer l'admiration de leurs bailleurs de fonds comme des responsables institutionnels des pays vers lesquels ils dirigèrent leurs efforts? Je regrette que cet engagement efficace et durable, pendant la guerre en ex-Yougoslavie, ne soit pas mieux connu. D'abord par les Croates, par les Serbes et par les musulmans de cette région eux-mêmes, qui pourraient ainsi découvrir que des adolescents français, issus de tous les milieux et de toutes les régions de France, sensibles à leur malheur, se sont non seulement portés spontanément à l'aide de leurs frères, mais ont effectivement réussi à soulager un grand nombre d'entre eux, sans distinction ethnique ou religieuse, certes en leur délivrant principalement une aide matérielle, mais surtout en leur prodiguant une bonne dose de sourire et affection. Mieux connus aussi des Français, et tout particulièrement des jeunes d'aujourd'hui, qui découvriraient certainement avec étonnement que des adultes pourtant réputés pour leur rigueur et leur prudence ont fait confiance à des jeunes de leur âge, qui ont su s'en montrer dignes. Clé de lecture. Situation en Bosnie en décembre 1992. Indépendante et reconnue par la communauté internationale depuis mars 1992, la Bosnie-Herzégovine comportait alors 44% de musulmans, 32,5% de Serbes et 19% de Croates. Sa capitale était Sarajevo, et son président Alija Izetbegović. Elle faisait l'objet de deux velléités de scission. 1. Par la République serbe de Bosnie, dont la capitale était Banja Luka, présidée par Radovan Karadžić, étendue sur 70% de son territoire. Non reconnue par la communauté internationale, cette Republika Srpska était elle-même scindée en deux parties égales, l'une à l'est, l'autre à l'ouest, qui communiquaient au nord par le mince corridor de Berčeko. 3. Et par la communauté croate Herzeg-Bosna, qui couvrait la région de Mostar et le sud-ouest de la Bosnie-Herzégovine, qui n'avait pas proclamé son indépendance. La guerre commença à Sarajevo en avril 1992, avec la mise en place par les Serbes d'un siège qui durera plus de 3 ans. 2 mois plus tard, pour contourner le blocus de la ville, les Nations Unies sécurisèrent l'aéroport et organisèrent un pont aérien pour ravitailler Sarajevo. À la même époque, l'épuration ethnique avait commencé sur tous les territoires que les Serbes occupaient, contraignant des centaines de milliers de Bosniaques musulmans et Croates à fuir. La fraternisation qui s'accomplit entre quelques centaines de jeunes Français et plusieurs dizaines de milliers de Croates, de Bosniaques et de Serbes, à une époque où la peur, la haine et la violence constituaient la norme, représenta certainement l'un des épisodes les plus atypiques, les plus réconfortants et les plus étonnants de cette guerre des Balkans. C'est donc à l'occasion de cet engagement collectif en ex-Yougoslavie, dans les années 1992 à 1996, que se produisit mon premier contact avec la guerre et son cortège de souffrances. Je n'y étais pas préparé. Bien au contraire, ma vie de grand bourgeois m'avait fait évoluer dans un monde protégé, insouciant, non pas insensible aux malheurs des autres, mais relativement peu concerné. Désormais, et pour une quinzaine d'années, la guerre et ses victimes deviendront mon univers, le centre de mes préoccupations, au point que mon entreprise périclitera, mon champ d'expertise, énonce-t-on aujourd'hui dans certains milieux. Pendant toute cette période,
j'ai naturellement évolué, et ma perception des choses et surtout de l'homme a changé. Ma relation à Dieu également, devenue plus confiante, plus étroite aussi. De naïf au grand cœur, expression qui mériterait d'être fortement nuancée, je me suis rapidement transformé en acteur, puis en témoin, et peut-être maintenant en conteur des conflits de masse, de la souffrance des peuples, de l'égoïsme des nations, mais aussi du dévouement d'un très grand nombre d'hommes, de femmes et d'adolescents décidés à ne pas rester inactifs lorsque le monde devenait fou. Ni belligérant ni directement concerné par aucune des guerres auxquelles j'ai été confronté, le plus souvent appelé au moment où celles-ci commençaient à se stabiliser, je suis presque toujours demeuré à l'écart des combats. Mon nouvel habit d'humanitaire ne me permettait pas d'intervenir à l'épicentre de ces conflits, mais une fois seulement que les violences, les massacres, les destructions et les exodes s'étaient produits. Il s'agissait alors principalement de panser les plaies, de réparer ce qui pouvait encore l'être et si possible de prévenir de nouvelles horreurs. La guerre sous toutes ses formes. Parler de la guerre, c'est utiliser un mot qui fait référence à des situations très diverses. Aucun des conflits armés auxquels j'ai été confronté ne correspond à l'image traditionnelle que nous nous faisons généralement en France d'une guerre, même la plus sanglante. Au premier jour de mon engagement, mes références les plus récentes se limitaient aux 2 dernières guerres mondiales. Des coalitions de nations s'y étaient alors opposées, composées d'armées régulières, c'est-à-dire de soldats disciplinés, encadrés, le plus souvent disposés sur des lignes de front bien dessinées. On songe naturellement à la bataille de la Marne, mais aussi au siège de Stalingrad. Des combats à la régulière en quelque sorte, très sanglants certes, mais peu différents dans la forme des batailles d'Alésia ou d'Azincourt. La guerre de 1991 à 1995 en ex-Yougoslavie s'inscrivit peu ou prou dans ce schéma, et c'est ainsi que je composais avec elle, la plupart du temps. Sur mes cartes d'état-major, des lignes de front stabilisées y étaient précisément tracées, et je pouvais donc me mouvoir à travers les armées ennemies sans grand risque d'erreur et sans devoir affronter des périls inconsidérés. Ainsi, pour me rendre du siège principal de JSF en Croatie, situé dans la ville de Virovitica proche de la frontière hongroise, jusqu'à son bureau annexe de Dubrovnik, sur la côte dalmate, je devais attendre à être intercepté aussi bien par des casques bleus originaires de je ne sais quel pays, des militaires des armées régulières croates, bosniaques, serbes de Serbie, serbes de Krajina ou serbes de la République serbe de Bosnie, que par des milices de tous bords, dont la plus dangereuse était celle de Jelko Rajnatović, surnommé Arkan, chef paramilitaire commandant les redoutables Tigres, qui sera inculpé de crimes contre l'humanité en 1997. D'une certaine manière, je me préparais ainsi à mes futures missions en Afrique, où je serais également confronté à des situations de grande confusion, et où je rencontrerai des forces rebelles aussi nombreuses que multiformes, lorsque je me déplacerai sur des théâtres d'opérations très incertains. Ma comparaison entre la Deuxième Guerre mondiale et la guerre des Balkans peut s'étendre à la face la plus sombre de ces affrontements. Dans le premier conflit, la barbarie de l'homme a atteint sa forme la plus extrême avec l'Holocauste, mais aussi, et c'est beaucoup moins connu, avec les exactions commises sur des civils innocents, que ce soit des habitants de villes bombardées par des moyens classiques ou atomiques, ou des femmes violées par millions, principalement par les armées soviétiques mais aussi par des soldats allemands, japonais, anglais, américains, belges ou français. L'homme, quelle que soit sa nationalité, son origine ethnique ou sociale, l'homme en guerre s'est souvent comporté d'une manière atroce, faisant inutilement souffrir des millions de civils innocents. Les meurtres, les mutilations, les viols commis pendant la Deuxième Guerre mondiale ont très peu été sanctionnés, y compris par la justice internationale qui concentra son activité sur quelques dignitaires des régimes nazis et japonais, d'ailleurs soigneusement sélectionnés et pour certains ménagés. Dans ces circonstances, comment pourrait-on imaginer que de tels crimes contre l'humanité ne se reproduisent plus, l'homme étant ce qu'il est ? Tout au long de la guerre des Balkans, à travers les médias français, je prenais connaissance d'une façon imprécise des horreurs commises principalement, mais pas exclusivement par les Serbes, les populations civiles musulmanes et croates. Je savais lorsque j'empruntais la route qui menait à Prijedor, que je longeais des sites de camps de concentration comme celui d'Omarska. Mais sur le terrain, personne ne m'en parlait. Les réfugiés bosniaques, tant musulmans que croates, n'évoquèrent jamais de tels sujets devant moi ou les membres de mon équipe,
alors que plusieurs d'entre nous avions appris leur langue afin de nouer des relations plus étroites avec eux. Leur désir de paraître solide et digne se révélait vraisemblablement plus puissant que leur besoin d'écoute ou de consolation. En un sens, de cette guerre des Balkans, je n'en ai vu qu'un aspect certainement trop lissé, trop incomplet. J'ai échappé aux horreurs, et même au récit de ces horreurs. Aurais-je dû me comporter autrement? Tenter d'en savoir plus? Je ne peux le dire. Mon arrivée au Kosovo, en août 1999, juste après les bombardements de l'OTAN, correspondit à une situation de post-conflit, pourrait-on dire. Des centaines de milliers de Kosovars albanais avaient tout juste quitté les camps hâtivement établis en Albanie et en Macédoine. Pour la plupart d'entre eux, retournés dans leur village, ils n'y avaient trouvé que ruines et désolation. Les tensions interethniques demeuraient, puisque certaines communautés serbes avaient choisi de se maintenir sur leurs terres ou aux abords de leurs lieux de culte. La première préoccupation des humanitaires dont je fus consista à protéger matériellement les populations exténuées, dépouillées de leurs biens, des rigueurs de l'hiver à venir, notamment en leur fournissant un toit. Je me suis trouvé dans une situation relativement semblable, lorsque j'ai débarqué au Liban quelques jours après la fin des bombardements israéliens, en août 2006. Sur les territoires des deux Congos et du Burundi, entre 2000 et 2002, la guerre avait pris depuis plusieurs décennies une forme endémique, quasi ininterrompue. Ce ne furent que succession d'explosions de violence et d'accalmie, principalement dans les profondeurs de ces pays, avec des répercussions sanglantes dans les capitales. Les affrontements prenaient la forme d'une opposition continuelle entre milices plus ou moins régulières et localisées, le plus souvent constituées sur des bases ethniques et fortement assises sur la misère. En Afrique centrale, plus question de ligne de front, les armées régulières ne se distinguaient des milices autogérées que par le port d'un uniforme pourtant aussi incomplet qu'hétéroclite. Toutes pillaient, rackettaient, tuaient et violaient sans distinction. Toutes semaient la même terreur, contraignant les populations à fuir, détruisant les maigres infrastructures de régions déjà sous-équipées. Évoluer dans un tel contexte fut très compliqué car rien n'était solide, rien n'était pérenne. À nouveau, je ne fus pas amené à pénétrer les zones les plus périlleuses. Mais je devais constamment demeurer sur mes gardes, principalement parce que j'avais pris le parti de ne pas m'isoler des populations les plus vulnérables. Terres étrangères. Mon immersion en Europe de l'Est, puis en Afrique et au Moyen-Orient ne constitua pas une rupture du simple fait que je quittais mon pays. Ayant d'ailleurs relativement peu vécu en France, j'avais développé, je le pense, certaines capacités d'adaptation géographique et sociale qui m'avaient permis de me sentir à l'aise partout où j'évoluais, sur tous les terrains et dans tous les milieux, et donc de nouer des contacts authentiques et durables avec les populations autochtones. Mais je n'avais jamais été plongé dans un contexte d'une grande misère collective, qu'il m'appartenait de soulager. Jamais non plus n'avais-je été contraint à une telle prudence, parce que ma sécurité et celle de mes proches étaient constamment menacées, en particulier par les mines dont le nombre était tel dans la plupart des pays où je me suis engagé qu'elles nous pourrissaient la vie. Ma formation scout, mon passé de globe-trotteur facilitèrent pourtant mon adaptation aux contingences matérielles, climatiques et sanitaires relativement rudes qui se présentèrent. Plus problématique fut ma confrontation régulière à la misère et à la souffrance. Je me demande aujourd'hui encore si j'aurais supporté plus qu'il m'a été donné d'endurer, car j'ai tout à fait conscience de mes limites dans ce domaine. Ce face-à-face direct, brutal et sans préparation avec le dénuement, et tout spécialement avec la faim et la violence, n'a pourtant pas produit sur moi un effet immédiat et brutal. Il a d'abord entraîné une sorte d'empathie naturelle, non conscientisée, mais aussi une gêne parfois à la limite du supportable. Il en fut ainsi par exemple lorsque j'observais pour première fois de vieilles dames bosniaques faire la queue toute une nuit dans la neige, pour recevoir quelques kilos de légumes. Je n'arrivais pas à supporter cette vision. J'avais honte de me sentir impuissant et de ne pouvoir que très provisoirement les soulager, honte de les découvrir si fragiles, si modestes, si résignées et plus encore si reconnaissantes, honte surtout de me sentir co-responsable de cette situation d'humiliation, de faiblesse et d'injustice. Il m'est ainsi arrivé à plusieurs reprises de mettre un terme à ce que je n'arrivais pas à soutenir, ou à ce qui me heurtait trop profondément sur un simple coup de tête, sans réfléchir.
Je pense d'abord à ma visite d'une école de Prizren, au Kosovo, en décembre 1999. Il y faisait tellement froid que même les craies étaient inutilisables. Le directeur m'expliqua que rien n'avait été prévu pour charger les poêles à bois, installés dans les 3 classes de son établissement. Je lui ai immédiatement promis mon aide. 48 heures plus tard, son école était livrée en bois de chauffage en quantité suffisante pour que les enfants ne souffrent plus du froid jusqu'à la fin de l'hiver. Il fallut évidemment que je me débrouille pour faire supporter le coût de cette opération, à un budget déjà fort serré. Je pense aussi à ce garçon congolais d'une 12aine d'années, qui avait quitté sa maman 2 ans plus tôt pour vivre dans la rue en 2001, que je ramenais enfin chez lui, dans un petit cabanon de tôle en plein terrain vague, proche de Kinshasa. Sa maman sortit de son réduit, un bébé moribond entre les jambes. Elle tendit alors un bras mal assuré vers son aîné avant de me supplier de le reprendre en pleurant et en hurlant parce qu'elle ne pourrait pas le nourrir. 24 heures après, je faisais chercher la petite famille, je l'installais dans 2 pièces attenantes à ma demeure, j'engageais la maman comme femme de ménage, j'expédiais le gamin à l'école et le bébé au dispensaire. Magie de ma position. Toute puissance de ma fonction. Qui me permit de soulager ma conscience et de réaliser des petits miracles qui me valaient une reconnaissance que je ne méritais pas. La Bruyère écrivait : « Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui à qui l'on vient de donner. » Comme cette remarque est juste. Comme je tirais plaisir à rencontrer le regard de ces personnes auxquelles j'apportais quelques instants de bonheur. Un expatrié brutalement plongé dans un univers culturellement si différent du sien, et continuellement soumis au regard de la population qu'il a vocation de servir, se pose inévitablement le problème de la posture qu'il devra adopter. Comment doit-il se comporter ? Doit-il continuer de vivre comme il le ferait au pays ? Doit-il au contraire adopter le plus possible les mœurs et coutumes locales, par respect pour ces peuples auxquels il souhaite consacrer une partie de sa vie ? Pour répondre à ces questions, si tant est qu'on le puisse, je vais me hasarder à définir quelques éléments permettant de dresser un portrait du monde de l'humanitaire vu de l'intérieur, mais aussi à partir des représentations qu'il suscite. Le monde de l'humanitaire. À travers l'expérience que j'en ai acquise, le monde de l'humanitaire m'est apparu extrêmement hétérogène. Imaginer qu'il serait constitué de clones de Sœur Emmanuel ou de Mère Teresa serait lourdement se tromper. Il existe certes, et j'en ai rencontré, un grand nombre de personnes admirables, authentiquement compatissantes et dévouées, prêtes à sacrifier leur vie professionnelle et sociale pour améliorer le sort des plus démunis, de véritables héros ou des saints, dont le travail est généralement à ce point intégré au tissu social de leur pays de mission qu'il en devient indécelable. Des personnages parfois hauts en couleur, en communion continuelle avec les plus pauvres et les plus opprimés. Mais qu'ont-ils à voir avec le commun de ces hauts fonctionnaires des agences de l'ONU, et même avec la masse de ces quasi-professionnels des institutions internationales, aux motivations et aux comportements incertains, qui suivent de véritables plans de carrière après être sortis d'une école spécialisée pour les plus ailés d'entre eux ? Absolument rien. Et pourtant, sur le terrain, il arrive que ces mondes se croisent, s'unissent même avec tous les mondes intermédiaires qui forment le tissu économique et social de la grande famille des humanitaires. Celui des petites ONG locales fortement motivées mais aussi peut-être inexpérimentées et trop partisanes, celui des ONG européennes, américaines ou japonaises qui œuvrent dans l'urgence par opposition au développement, qui poursuivent un lobbying opiniâtre auprès des institutions européennes et internationales, et qui se partagent le marché de l'humanitaire au rythme des fluctuations des catastrophes et des guerres, celui enfin des organismes dont on ne sait plus très bien s'ils appartiennent ou non à cette grande famille, tellement leurs liens avec des gouvernements, des factions, des intérêts privés ou des sectes sont étroits. Un bilan en demi-teinte. Depuis 15 ans, les humanitaires se sont incontestablement investis avec succès auprès de dizaines de millions de personnes dans le monde, leur permettant ainsi d'être secourus, protégés et pour un certain nombre d'entre eux rapatriés. Ils ont souvent contribué à l'instauration ou à la restauration même timide et incomplète d'un état de droit, dans des pays où la haine, la brutalité et l'injustice dominaient depuis si longtemps,
permettant ainsi au peuple désemparé d'espérer la fin du cycle de violence dont ils avaient tant souffert et rendant leur dignité à beaucoup d'opprimés, de femmes notamment. Chaque année depuis 10 ans, lorsque je retourne à Sarajevo, à Prizren, à Doboj, j'observe presque minute après minute comment ces villes particulièrement chères à mon cœur se transforment. Les écoles, la voirie, les trams, les piscines, les mosquées, les magasins, l'aéroport, les parcs, mais aussi et surtout les modes de vie, les institutions et les mentalités. Ce bilan apparemment positif de l'aide humanitaire déployée depuis une vingtaine d'années ne doit pourtant pas faire oublier un versant nettement moins avantageux de celle-ci, qu'illustreront les deux narrations suivantes, volontairement choisies dans une même aire géographique, le Kosovo. Le premier exemple s'inscrit dans le contexte du retour massif au pays de près de 800 000 Kosovars albanophones, pendant l'été 1999, de l'arrivée consécutive d'une force de maintien de paix de l'OTAN, la KFOR, composée d'environ 15 000 hommes, de la mise en place d'une structure civile chargée de l'administration de la province, UNMIK, United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, également forte de quelques milliers de personnes, et enfin de celui du débarquement de dizaines d'ONG et d'agences de l'ONU, aux effectifs bien fournis. À peine installée dans une province, l'indépendance du Kosovo n'interviendra qu'en 2009, où les langues officielles, l'albanais et le serbe, étaient très peu enseignées et parlées en Europe. Tous ces organismes se sont lancés dans une course effrénée à la recherche d'interprètes. Les conséquences furent immédiates. Les élèves du Kosovo, qui avaient déjà été dispensés de cours toute l'année précédente, furent privés de professeurs d'anglais, d'allemand et de français pour plusieurs années, tous attirés par les salaires accrocheurs que les humanitaires et les onusiens leur proposaient. Le contexte du deuxième exemple est celui de la fin de mission programmée des mêmes institutions onusiennes, en particulier de l'UNMIK et de l'OSCE, qui employaient des milliers de Kosovars, depuis les femmes de ménage jusqu'aux magistrats des cours d'appel. Les salaires versés à ces employés locaux étaient certes moins élevés que ceux des fonctionnaires internationaux, pour des postes identiques, mais ils se situaient à un niveau beaucoup plus élevé que ceux que ces employés pouvaient espérer obtenir sur le marché national. Dans le courant de l'année 2002, comme le moment était venu de remettre les clés de leur destinée aux institutions du Kosovo, une procédure de passation de pouvoir se mit en place. Pristina le 20 juin 2002. Pour une fois cette réunion au sommet, présidée par l'ambassadeur Pascal Fieschi, chef de mission, au siège de l'OSCE à Pristina, les noms des villes et villages du Kosovo seront rapportés en langue albanaise, où j'ai établi mon bureau depuis peu, ne s'est pas enlisé dans des débats interminables à l'issue desquels personne ne se souvient généralement plus de leur objet. Il s'agit ni plus ni moins d'annoncer aux quelques milliers de personnes qui travaillent dans l'ordre judiciaire au Kosovo, dans les jours qui viennent, que leurs salaires seront divisés par 2, 3 ou 4 à la fin de l'année. L'explication est toute simple. Tous ces braves gens jusqu'alors dépendaient de l'administration 1, la justice étant le département réservé. Dans le cadre d'une remise progressive des pouvoirs au gouvernement kosovar, ils redeviendraient ipso facto des fonctionnaires provinciaux et réintégreraient la grille de la fonction publique. Exemple, ma directrice de l'école de la magistrature, au lieu de gagner 800 € par mois, ne toucherait plus que 250 €. La décision, me précise-t-on, a été prise au plus haut niveau. En général, cela signifie New York. Elle n'est donc ni négociable ni aménageable. Elle est d'ailleurs d'une logique implacable. Mais son aspect humain a-t-il été suffisamment pris en considération? Comme tous ces fonctionnaires vont-ils accueillir cette mesure? Comment vont-ils gérer cette baisse spectaculaire et brutale de leurs revenus? Appuyé par certains de mes collègues de l'OSCE, qui savent comme moi que nous ne pourrons jamais modifier ce verdict, nous tentons d'en rendre l'application progressive par paliers. On nous écoute. C'est tout. Nous sortons inquiets. J'ai quitté l'OSCE le 14 juillet 2002, peu de temps après cette réunion. Je ne regrette pas de m'être un peu lâchement soustrait au pilotage de l'application de cette mesure. Des exemples complémentaires de maladresse, mais aussi de sottise, d'incompétence, et parfois de malhonnêteté seront présentés tout au long de ce carnet. La représentation des humanitaires. Les représentations que les populations secourues se font des humanitaires reposent principalement sur des mythes.
Le premier d'entre eux consiste à considérer que tous les expatriés qui, brutalement, débarquent dans leur pays en situation de post-conflit, forment une seule et même entité, celle des riches, des blancs, des occidentaux, appelons-les comme on voudra. Quelques semaines après avoir été affecté par Caritas Suisse à la reconstruction de centaines de maisons détruites au Kosovo, un événement me frappa particulièrement. Alors que je me déplaçais avec peine sur les chemins accidentés, boueux et parfois totalement inondés des environs de Prizren, les enfants des villages couraient à la rencontre de mon 4x4 Mitsubishi, pourtant clairement estampillé Caritas Suisse, criant Neito, Neito, Neito. Bref, pour eux, humanitaires et soldats de l'OTAN, c'était du pareil au même. Tous dans le même panier, voués aux mêmes acclamations. Mes connaissances de l'albanais étant rudimentaires, il m'était impossible de descendre de voiture et d'expliquer tranquillement que nous c'est nous, et eux c'est eux. Ainsi, quel que soit leur statut, leur nationalité et les organismes pour lesquels ils travaillent, les expatriés sont souvent considérés comme participants d'une seule communauté, celle des libérateurs, parfois des envahisseurs. Peu importe qu'ils soient russes ou américains, turcs ou français, humanitaires, fonctionnaires internationaux ou casques bleus. Le deuxième mythe prolonge celui de l'humanitaire libérateur que j'ai tout juste évoqué. Lorsqu'une ONG intervient dans un pays ethniquement divisé, plus particulièrement en période de conflit armé, les populations locales sont persuadées que ces représentants ont épousé leur cause, qu'ils approuvent leur combat ou leur résistance. Ainsi, lorsque je distribuais des denrées alimentaires à la population musulmane de Bosnie-Herzégovine, les douaniers serbes, qui devaient me laisser franchir la ligne de front qui me séparait d'elle, n'acceptaient pas que j'aide l'ennemi. Pour eux, mais il en était de même du parti adverse, je devais soutenir un camp ou un autre, pas les deux. D'une certaine manière, ils ne comprenaient rien du sens de mon engagement, qu'ils voulaient partisan, c'était parfois exaspérant. Tout au long de mon périple humanitaire dans les Balkans, en Afrique et d'une certaine manière au Liban, chaque ethnie, chaque groupe chercha ainsi à me rallier à sa cause. Il fut parfois difficile d'argumenter, et encore plus de convaincre. Le troisième mythe sur lequel se fondent les représentations des humanitaires par les populations locales, c'est celui de la supériorité de notre mode de vie et de nos mœurs sur les leurs. Si on peut considérer que dans ce domaine, le mal avait été fait depuis longtemps en Afrique, le mimétisme récent consécutif à l'invasion de l'ex-Yougoslavie, melting pot de cultures ancestrales et originales, provoqua un effet dévastateur immédiat sur certaines mentalités. Deux exemples sélectionnés parmi beaucoup d'autres, dans des genres et sur des territoires différents, illustrent la puissance d'attraction que notre civilisation occidentale exerce sur les esprits des populations des pays secourus. Le premier exemple nous ramène au Kosovo, où je fus en activité à 3 reprises. En 1999 à 2000, j'habitais la belle ville de Prizren, au sud du pays, non loin de la frontière albanaise. C'est dans cette agglomération que le réseau Caritas avait établi le siège de ses activités. Cette ville des Pachas, surnommée aussi Petite Jérusalem des Balkans, composée principalement d'Albanais et de Turcs, accueillait aussi la plus forte communauté catholique du Kosovo. Le soir, la population, dont les distractions étaient limitées, se retrouvait sur la rue piétonne qui borde la mosquée Sofi Sinan Pacha et débouche sur la rivière Bistrica. Calmement mais joyeusement, des milliers d'hommes, principalement et de femmes, plus rarement, arpentaient cette rue pavée sur 2 colonnes, l'une montante, l'autre descendante. Les plus fortunés de ces gens s'arrêtaient prendre un café dans l'un des bars avoisinants, puis reprenaient leur marche. J'ai appris plus tard que dans la plupart des villes albanaises, il en était ainsi de ces déambulations nocturnes, plaisir modeste certes, mais surtout manifestation de communion sociale. Les premiers jours suivant l'installation à Prizren de plusieurs centaines d'expatriés et de militaires, la population locale continua de se comporter comme elle avait agi pendant des siècles au cours de ses promenades. Ainsi les hommes de tous âges et de toutes conditions se tenaient souvent par la main, le bras ou l'épaule, tout naturellement, comme ils l'avaient toujours fait dans une société où les sexes étaient séparés sur la scène publique et où des gestes d'affection masculine ne portaient à aucune interprétation particulière. L'irruption occidentale dans ce monde figé, encore à l'écart de l'évolution de nos mœurs en ce domaine, a brutalement changé l'ordonnancement de ces flâneries vespérales, redistribuant les rôles et les conduites masculins et féminins. Aujourd'hui, 10 ans après,
Les déambulations du soir continuent, mais le touriste ne pourra plus surprendre 2 policiers se tenant la main. Mon deuxième exemple est tiré de mon expérience en République du Congo, mais il pourrait être étendu à l'ensemble des pays du tiers-monde. L'une de mes missions à Brazzaville consistait à tenter de convaincre les enfants des rues de retourner auprès de leur famille. L'organisme que je dirigeais leur proposait préalablement de les habiller de neuf. Un t-shirt, un pantalon, une ceinture et des baskets, le tout dans un sac à dos. Nous nous rendions habituellement au marché de Makelekele pour acheter ces vêtements. Clé de lecture. Situation en République du Congo en 2000. Depuis 1991, la République du Congo fut le théâtre de 3 guerres civiles. La première guerre, 1993 à 1994, opposa les troupes placées sous l'autorité du président du Congo de l'époque, Pascal Lissouba, appuyé par sa milice personnelle, les Kokoy, aux insurgés composés de miliciens Cobra et Ninja, qui envahirent les quartiers sud de Brazzaville et se livrèrent à des pillages, à des tueries et à des viols sur la population civile qui n'avait pas eu le temps de fuir. En représailles, leurs adversaires commirent les mêmes exactions dans les quartiers ouest de la capitale. La médiation président gabonais Omar Bongo mit fin à ces affrontements qui s'étaient traduits par 2000 morts et quelques dizaines de milliers de blessés. Un accord fut signé le 4 août 1993. La deuxième guerre civile postcoloniale du pays, la guerre du 5 juin, opposa à peu près les mêmes forces. Début 1997, des incidents se produisirent au nord du pays, puis à Brazzaville même. Durant 4 mois, de violents affrontements se déroulèrent dans la capitale, dont un grand nombre d'habitants s'enfuirent. Le 16 octobre 1997, Sassou Nguesso remporta la victoire, se proclama président et abrogea la Constitution. La moitié de la ville de Brazzaville avait été détruite, et plusieurs centaines de milliers de personnes avaient été déplacées. Les pertes humaines furent estimées entre 10 000 et 20 000 personnes. La troisième guerre civile éclata le 4 avril 1998 à Muyodzi, à l'est de Brazzaville. Les combats se poursuivirent principalement dans la région voisine du Poul. Ils opposèrent le plus souvent les forces gouvernementales et la milice Cobra, aux miliciens Kokoy et Ninja demeurés fidèles à l'ancien président Lissouba et à l'ancien maire de Brazzaville Bernard Kolela. Mais un nouvel acteur allait compliquer la situation. Le 18 décembre 1998, un groupe d'hommes en armes venus du Poul pénétra les quartiers sud de Brazzaville, les visages noircis de poudre de charbon de bois, pieds nus, avec des gris-gris autour des reins. Les ninjas Nsiloulou fidèles du pasteur Ntoumi qui deviendra l'un des plus farouches opposants de Sassou Nguesso. À nouveau, près du tiers de la population congolaise fut contrainte de fuir. Un cessez-le-feu fut signé le 16 novembre 1999 à Pointe-Noire, et une amnistie concédée par le président sous certaines conditions. Mais ma tâche était compliquée par le fait que tous les garçons insistaient pour porter des marques, des Nike, des Adidas, etc., dont ils connaissaient parfaitement les produits. Je n'en revenais pas. Des enfants abandonnés par tous, vivant dans une telle précarité, rêvant de vêtements de marque. Qui leur avait mis cette idée dans la tête ? Lorsque sur les ondes françaises, j'entends les représentants de ces grandes sociétés pleurer sur leur sort parce que leurs produits sont contrefaits, je ne peux m'empêcher d'être en colère et de penser que si en effet en Afrique tous leurs modèles sont imités, afin que les petits Congolais puissent être fiers d'arborer un faux Nike ou un faux Adidas, ils n'ont à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Cette course aux vêtements de marque, véritable fléau de nos collèges européens, a réussi à pervertir les enfants au-delà de nos frontières occidentales. Le déploiement de milliers d'humanitaires et de soldats dans des pays tellement meurtris que leur population les assimile à des demi-dieux en perturbe profondément et durablement le tissu social et culturel. Dans quelles limites et pour combien de temps ? Tout dépend des pays et des circonstances. Dans ce domaine, je n'ai certainement pas été exempt de reproches. Le côté grisant de l'homme humanitaire est certainement très périlleux et peut entraîner les pires dérives. S'il est légitimement doux et réconfortant de rassasier les corps et de garantir la paix, il est dangereux de faire l'objet d'un culte ou pour le moins, d'une admiration imméritée. Première partie, servitude. Le mot servitude,
retenu pour évoquer les principales composantes de la vie des humanitaires sur le terrain, serait trop sévère s'il faisait référence à un état de dépendance générateur de contraintes et de frustration. Mais je l'associe à la notion de service, à ce travail de terrain parfois ingrat et rude qu'un humanitaire doit accomplir pour être efficace, pour remplir ses missions, pour ménager sa propre sécurité comme celle de ses partenaires et de ses employés, travail qui ne peut échapper à certaines contingences et qui s'effectue nécessairement à travers un cadre bien défini. Pour évoquer les servitudes avec lesquelles je dus nécessairement composer, j'ai procédé à une sélection d'événements et d'anecdotes tirées de mon expérience d'une quinzaine d'années, que j'ai regroupées autour de 5 thèmes principaux. Les partenaires, parce que les missions que j'ai exécutées ont toujours nécessité la collaboration de nombreux organismes, locaux ou internationaux. Les camps, parce que c'est généralement au sein de ces structures que les personnes auxquelles j'ai apporté un certain soutien étaient regroupées. Les déplacements, parce qu'ils constituèrent l'essentiel des problèmes de logistique que j'ai rencontrés. Les distributions, parce que l'aide que j'ai dispensée aux populations éprouvées par la guerre a souvent consisté à leur remettre des produits de première nécessité. La sécurité, parce que la quiétude de mes employés, de mes partenaires et des populations locales dont j'avais la charge me préoccupait constamment. Chapitre 1er. Les partenaires. Une ONG sur le terrain n'agit jamais seule. Elle est même, heureusement, constamment entourée, soutenue, contrôlée, parfois combattue par toutes sortes d'institutions que je regroupe ici sous le vocable fédérateur et neutre de partenaires. Il serait trop long de dresser la liste de tous les organismes avec lesquels j'ai collaboré, dans les différentes missions auxquelles j'ai participé. Aussi ne retiendrai-je que 3 ensembles. L'Union européenne, principalement représentée par ECHO, qui finança un grand nombre des programmes que je dirigeais. Les forces armées qui rendirent souvent possible leur exécution, notamment en assurant une certaine sécurité sur le terrain, et les autorités locales qui ne me facilitèrent pas toujours la tâche, mais avec lesquelles il fut toujours essentiel de composer. La magie d'ECHO. Cette réalité est mieux connue aujourd'hui qu'hier. Directement ou indirectement, l'Europe a toujours financé les 2/3 environ de l'aide humanitaire d'urgence déployée dans les pays éprouvés par la guerre et les catastrophes naturelles. Au printemps 1992, ce qui s'appelait encore la Communauté européenne créa un service spécialisé d'aide humanitaire, ECHO, révélant ainsi au monde le rôle central qu'elle voulait jouer dans ce domaine. Son budget annuel de financement, ces 15 dernières années, varia entre 500 et 800 millions d'euros. En 1993, ces sommes, qui provenaient des États membres, donc des contribuables européens, profitèrent pour les 2/3 à l'ex-Yougoslavie, mais plus de 50 autres États commençaient déjà à bénéficier de cette manne. À cette époque, le Français Jacques Delors était depuis 8 ans président de la Commission européenne. Sans Jacques Delors, rien n'aurait été possible. De retour d'une expédition à Zagreb où quelques lycéens de Sens avaient distribué plusieurs tonnes de produits de première nécessité aux réfugiés bosniaques du camp de Renik, en Croatie, la décision fut prise début janvier 1993 en Assemblée générale de créer Jeunesse sans frontières et de donner à cette nouvelle association une vocation d'organisme humanitaire lycéen. Quelques adhérents parmi les plus déterminés, ayant appris que le président Delors demeurait à quelques kilomètres de Sens, lui adressèrent une lettre pour solliciter un rendez-vous. Le 12 avril 1993, Arthur et Michael, tous deux âgés de 19 ans, furent reçus dans la propriété du président, à Fontaine-la-Gaillarde. De cet entretien inespéré naquirent les premiers contacts entre JSF et l'institution européenne, d'abord par l'entremise du cabinet de Jacques Delors, puis directement avec ECHO, alors dirigé par un Espagnol, Santiago Gómez Reino. Dès le mois de mars 1993, la nouvelle association se préparait à soumettre plusieurs projets de mission à l'organisme humanitaire européen. Sens, le 14 mars 1993, notre introduction auprès de l'Europe nous a tonifiés. L'équipe de JSF continue certes à préparer l'expédition de Pâques, qui devrait cette fois-ci permettre l'acheminement de 2 camions vers Croatie, dans des camps qui nous ont été indiqués par Catherine Mazzi, une représentante du HCR, mais elle prépare également très activement les projets de mission qu'elle se propose de soumettre à ECHO d'ici quelques semaines à des fins de financement.
Nous avons tous conscience que nous ne devrons pas nous planter, qu'il s'agit d'une étape importante à franchir pour laquelle nous ne sommes guère préparés. Que de papiers à remplir. Que de coups de fil à donner à Bruxelles. Que de règles à observer. Mais l'enthousiasme de tous, pour ne pas dire l'excitation face à ce défi, permet des miracles. Et la lettre encourageante que nous avons reçue ce matin d'Echo renforce notre confiance. Le CTF prend JSF sous ses ailes. Quelques mois après sa création, alors que le conflit en ex-Yougoslavie générait une situation nécessitant un important soutien politique, matériel et financier de la communauté internationale, ECHO décida de mettre en place un dispositif avancé, baptisé ECTF, dans les villes de Zagreb et de Belgrade. Dans les pages qui suivront, je retracerai comment l'ECTF exerça auprès de JSF un rôle de tuteur respectueux des choix et de l'indépendance de cette association française. Mais malgré cette aide précieuse, malgré la rapidité avec laquelle ECHO accepta de financer quelques projets que JSF lui avait soumis, les relations que l'association entretint avec Bruxelles connurent quelques accrocs, principalement à cause des retards de paiement de notre unique bailleur de fonds qui l'a placé dans une situation de dépendance financière périlleuse. Clé de lecture. ECTF Zagreb, 1993 à 1995. Cet acronyme un peu hermétique, European Community Task Force, cache une formidable machine de paix. Né d'ECHO pour devenir son bras séculier en ex-Yougoslavie, cet organisme fut doté d'une triple mission. Cerner les besoins des populations ravagées par la guerre et la misère, trouver les partenaires capables de leur apporter toute l'aide nécessaire, et contrôler l'utilisation des importantes sommes d'argent consacrées à cet objectif. Au bureau de l'avenue Slavska à Zagreb, l'ampleur des tâches à réaliser ne permettait à personne de somnoler. Le directeur, le général espagnol Martínez Esparza, remplaça en 1994 le colonel belge Tis, qui avait assisté aux premiers pas de JSF en Croatie. À ses côtés, le colonel Klaus Steiner avait été nommé Chief of Operations dès mai 1993. En cette qualité, il fut responsable, jusqu'à fin juillet 1995, du soutien logistique des organisations d'assistance financées par ECHO, et de la coordination de leur travail en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Plus qu'un soutien, il devint l'ami de tous les jeunes de JSF qui travaillèrent avec lui d'une manière régulière, presque quotidienne et en parfaite harmonie. Jacques Delors quitta la présidence de la Commission européenne en janvier 1995. JSF avait alors déjà signé avec celle-ci un contrat cadre qui attestait du sérieux de cette jeune ONG. La fin de la guerre en ex-Yougoslavie et la signature des accords de Dayton, le 21 septembre 1995, mirent un terme aux activités d'urgence de la plupart des ONG, donc de JSF, dans cette région. Dans la troisième partie de ce carnet consacré aux grandeurs, je déroulerai le fil d'un programme financé par ECHO, le Circuit de l'Espoir. Le succès exceptionnel de cette mission fut dû autant aux qualités de courage, de dynamisme et de générosité des jeunes gens dépêchés par JSF en Bosnie, qu'au concours attentif apporté par le personnel de l'Union européenne, à Bruxelles comme à Zagreb. Une engueulade bien méritée. Ma deuxième expérience avec ECHO fut beaucoup plus brève et plus tonique. Elle eut pour cadre le Burundi, où je fus appelé comme chef de mission, en février 2002, par l'ONG Avocats sans frontières Belgique. Le pays était toujours soumis aux pressions de groupes rebelles qui pénétraient parfois, en fin de soirée, jusque dans les faubourgs de la capitale, Bujumbura. Je n'étais alors guère en forme, ayant subi une rechute de la malaria que j'avais contractée au Congo quelques mois plus tôt. ECHO, avec d'autres partenaires institutionnels, principalement les gouvernements français et belges, avait signé avec le siège d'ASF Belgique un contrat d'appui au programme Justice pour tous au Burundi, dont l'objectif principal consistait à permettre aux centaines de personnes détenues depuis plusieurs années à la prison centrale de Bujumbura et soupçonnées de crimes contre l'humanité ou de génocide en rapport avec la guerre de 1993, de bénéficier des garanties d'un procès juste et équitable. Or, alors que ce programme était loin d'être achevé, le conseil d'administration d'ASF Belgique avait décidé de le suspendre, de façon autoritaire, unilatérale et quasi secrète, sans même avoir prévenu ses partenaires. Comme mon ordre mission officiel, celui qui fut présenté au gouvernement burundais pour obtenir mon accréditation,
stipulait bien que ma mission consistait uniquement à diriger ce programme Justice pour tous au Burundi, et non un nouveau projet qui en prévoyait d'ailleurs l'arrêt. Je me suis immédiatement étonné de ce revirement auprès de mon siège bruxellois qui resta insensible à mes remarques. Je reproduis ci-après un extrait du courriel que j'ai adressé à M. Jean-Jacques Badibanga, mon desk pour l'Afrique. Bujumbura le 12 avril 2002. En aucun cas, nous n'avons évoqué auprès de l'UE Union européenne, que la structure entière du projet, sa philosophie, ses objectifs prioritaires et ses moyens d'action étaient modifiés. Je ne sais donc pas quelle position tenir face aux représentants de l'Union européenne, jeudi. Il apparaît ainsi très clairement, pour l'esprit le plus neutre, que l'une des composantes majeures du programme que nous avons signé avec le gouvernement burundais et l'Union européenne consiste à défendre les prévenus impliqués dans le conflit de 1993. Or le plan d'action 2002 prévoit la cessation de cette composante au 30 juin. Et pourtant, nous demandons simplement à l'UE la prolongation de ce contrat ainsi que la modification de certaines lignes budgétaires, sans leur dire tout franchement et sans leur écrire que c'est un programme très différent que nous avons en tête de poursuivre. Quelques jours plus tard, j'accompagnais mon administratrice Fabienne, une Française d'une trentaine d'années à peine en laquelle j'avais tout de suite placé toute ma confiance, bien qu'elle m'ait dressé à mon arrivée un tableau particulièrement alarmant de la mission ASF dans ce pays. Nous fûmes tous deux convoqués par M. Jessray Rudd, le représentant de l'Union européenne au Burundi. Cet entretien fut extrêmement pénible, et Fabienne se trouva à plusieurs reprises au bord des larmes. J'en fis immédiatement un compte-rendu succinct à mon desk par courriel. Bujumbura, le 1er mai 2002. Nous avons été reçus dans le bureau du représentant, qui a commencé tout de suite par prendre la parole et par nous dire à quel point il n'était pas satisfait de nous. Il dit n'avoir reçu aucun document, aucun rapport de notre part. Il rejette l'excuse avancée par Fabienne qu'une nouvelle équipe est en place. Pour lui, Avocats sans frontières est son partenaire et non les gens qui la composent. Le ton du représentant est extrêmement sec, agressif même, très discourtois. Le représentant s'est alors enquis de ce qui, d'après lui, constituait l'essentiel de notre programme, l'assistance judiciaire. Évidemment, il savait que notre siège avait décidé d'arrêter ce volet de notre action. Toute la ville en parle, mais il ne l'a pas dit. Je l'ai honnêtement mis au courant des questions que nous nous posions sur cette assistance. Pour lui, il ne fait aucun doute qu'elles doivent être poursuivies, non seulement jusqu'au terme du contrat, mais éventuellement reconduites. Ce rapport ne changea rien à la position de Jean-Jacques Badibanga et du directeur d'ASF Belgique. Mon départ n'était plus qu'une question de jours. Il entraîna, principalement de la part de nos bailleurs de fonds, une réaction vigoureuse. ECHO diligenta une inspection sur la gestion d'ASF Belgique au Burundi, dont le rapport fut sévère. J'aurai l'occasion, en troisième partie de ce livre, de revenir longuement sur cette affaire qui fut l'une des plus pénibles de tout mon engagement humanitaire. Ici comme ailleurs, j'ai noté à quel point le rôle d'ECHO avait été essentiel. Énorme machine de guerre contre la faim et la misère, cette désormais vénérable institution européenne s'était constituée un vivier d'ONG auquel elle confiait l'exécution de la quasi-totalité de ses programmes. Collaborerait-elle aujourd'hui, sur une grande échelle, avec une petite association de jeunes, comme elle le fit 15 ans plus tôt avec JSF ? C'est peu probable. Cette armée qu'on ne saurait voir. Une polémique est régulièrement soulevée parmi les dirigeants ou anciens dirigeants les plus médiatisés de certaines ONG françaises, qui plombent trop souvent les rapports que celles-ci entretiennent sur leur terrain de mission avec les forces armées qui sont déployées presque toujours en parallèle avec elles, que ces forces soient nationales ou internationales, casque bleu, forces de l'OTAN ou de l'OIA. Ce débat porte principalement sur les tâches spécifiques des uns et des autres. Pour ces humanitaires, chacun devrait se cantonner à son rôle spécifique et ne pas s'écarter de sa sphère d'activité. L'armée devrait ainsi se limiter à maintenir l'ordre et à prévenir la reprise des hostilités, tandis que seules les ONG devraient porter secours aux populations dans tous les domaines. Car, poursuivent les tenants de cette conception, en accomplissant sur le terrain un certain nombre de missions qu'ils qualifient d'humanitaires, l'armée brouille piste dans l'esprit de la population locale des pays occupés,
contribuent ainsi à faire assimiler les ONG à des mandataires des gouvernements occidentaux occupants, ce qu'elles sont des apostrophes. Une certaine manière puisque ceux-ci financent directement ou indirectement 80% de leurs activités, mettent en péril leur personnel local et expatrié, et vicient en quelque sorte la nature de leur engagement. Même si en théorie ce souhait paraît légitime, il est parfaitement hypocrite, et je n'ai jamais rencontré une ONG sur le terrain, fût-elle française, qui n'ait pas bénéficié d'une manière ou d'une autre, peu ou prou, du soutien au moins logistique procuré par les militaires des coalitions qui y stationnaient. Sans ce travail humanitaire des armées d'occupation, celui des ONG aurait été au mieux perturbé, au pire impossible. Tout dépend naturellement du sens que l'on attribue à l'adjectif « humanitaire ». S'il fait référence à toute action accomplie pour soulager la misère, la détresse, la peur et répondre aux besoins d'une population en souffrance, ce qui me paraît une bonne approche du terme, alors on peut considérer que réparer des routes, reconstruire des ponts, rétablir des infrastructures telles que les conduites d'eau et d'électricité, assurer la sécurité des biens et des personnes, humanitaires compris, l'armée française, comme vraisemblablement toutes les armées du monde stationnées dans un pays étranger où elles accompagnent le retour à la paix de leurs ressortissants, exerce effectivement et nécessairement des missions humanitaires, au sens large du terme. Jamais je n'aurais déployé les jeunes de JSF en Bosnie, si je n'avais pas bénéficié du soutien et des conseils des unités de l'IFOR, et si je n'avais pas eu la certitude que leurs unités seraient intervenues en cas de difficulté. Comment par ailleurs ces jeunes auraient-ils pu se rendre en Bosnie pour y distribuer leurs kits scolaires, alors que tous les ponts sur la Sava étaient coupés, si les casques bleus ne les avaient pas remplacés par des ponts flottants, qu'ils entretenaient et protégeaient efficacement? Au Kosovo, jamais, avec mon équipe de Caritas, nous n'aurions réussi à reconstruire autant de maisons dans un temps record si les détachements allemands et turcs de la KFOR n'avaient pas réparé et dégagé les voies routières permettant à nos camions de passer. Si la Swisscoi, dédaigneusement appelée Swiss Cowboy par certains, ne nous avait pas permis d'acheminer en toute sécurité nos courriers et parfois nos fonds depuis la Suisse, et si l'armée italienne n'avait pas réparé les trains kosovars pour faciliter l'expédition du bois dont la population avait tant besoin, acheminée depuis la France et la Suisse après la tempête catastrophique de décembre 1999. En Irak, où il était de bon ton de dénigrer l'armée américaine, certes critiquable sous maints aspects, aucune ONG n'aurait pu accomplir la moindre mission sans leur protection et parfois sans leur soutien logistique, météo, transmission, etc. Enfin, et pour terminer ce rapide tour d'horizon historique des principaux pays dans lesquels je me suis rendu, le travail des soldats français au Liban, notamment celui qui consista à réparer l'autoroute qui longe la côte, fut particulièrement profitable aux ONG locales, notamment parce qu'il leur permit un acheminement plus rapide et moins risqué des produits de première nécessité destinés aux populations éprouvées par les bombardements pendant l'été 2006. Le débat n'est pas clos, et n'entre d'ailleurs pas dans le cadre de cet ouvrage, qui se veut avant tout un témoignage. Les quelques épisodes qui suivront donneront au lecteur une idée des rapports que mes compagnons de mission et moi-même avons entretenus avec l'institution militaire, dans les pays où nous sommes intervenus. Par hasard, nous croisons le général Morillon. En 1992, la Force de protection des Nations Unies, FORPRONU, en ex-Yougoslavie, qui comprenait 15 000 casques bleus, était placée sous le commandement d'un général indien, Satish Nambiar. Depuis le mois de mars, le général français Philippe Morillon l'assistait. À la fin de cette même année, je participais à ma première mission. Karlovac, le 23 décembre 1992, avec mes 4 compagnons de voyage, Arthur, Jean-Michel, son frère Pierre-Yves et Vincent, nous sommes sur le chemin du retour. Nous venons de Zagreb, où nous avons accompagné un camion semi-remorque depuis la France,
qui a déchargé quelques tonnes de matériel de première nécessité dans un camp de réfugiés bosniaques, à Renik, en périphérie de la capitale croate. Nous décompressons un peu et décidons bien imprudemment de prendre notre temps pour rentrer en France. Pas question de tourisme bien entendu, mais simplement le désir de mieux observer car nous pensons bientôt revenir. Aux abords de Karlovac, une petite route serpente vers l'est en direction de la Bosnie, ou plutôt de la Krajina serbe, entité politique nouvellement créée. Le front se situe à quelques kilomètres à peine de l'endroit où nous avons garé la Renault Espace aimablement prêtée par le père de Jean-Michel et Pierre-Yves. Mon chien Gribouille, qui est de toutes les aventures, court innocemment dans la neige. Nous nous trouvons à l'intersection d'une voie rapide totalement déserte, qui semble provenir de la ville, sorte d'autoroute abandonnée. Brusquement débouche un imposant convoi qui se dirige vers nous. Telle une chenille, une quinzaine de véhicules blindés, de chars, de voitures puissantes, un petit camion de télévision français, tous de couleur blanche, roulent au pas, épousant la forme sinueuse de la route et évitant les obstacles, se distinguant à peine de l'épaisse couche de neige qui tapisse le sol. Curieux, nous marchons vers l'intersection des deux voies et levons les bras en direction des premiers véhicules, qui arborent le drapeau bleu clair des Nations Unies. À notre grande surprise, l'une des Mercedes blanches qu'encadrent deux chars arborant un fanion onusien s'arrête. En sort un général français, en tenue de combat, béret bleu clair sur la tête, qui nous tend tout de suite la main. Son convoi se dirige vers la zone serbe et s'apprête donc à franchir la ligne de front. Il nous demande la raison de notre présence dans un lieu aussi inhospitalier. En quelques mots, les garçons lui expliquent quelle mission nous avons accomplie. Le général nous promet son soutien et repart apparemment satisfait. Nous suivons ce convoi des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les montagnes. De retour en France, nous apprîmes que nous avions parlé avec l'adjoint du commandant en chef des casques bleus en ex-Yougoslavie, le général Philippe Morillon, et que Lord Owen, l'homme politique britannique qui devait négocier avec les belligérants au nom de la communauté internationale, était également présent dans le convoi. Les jeunes de JSF ont repris contact ultérieurement avec le général, ont bénéficié de son soutien et l'ont invité à Sens où, en décembre 1993, il donna une conférence sur le thème « La paix en Yougoslavie », au cours de laquelle il rendit hommage à l'association lycéenne en ces termes. C'est assez rare que des jeunes de leur âge aient un tel sens de l'organisation et sachent démarrer une entreprise qui commence à être reconnue bien plus loin que les limites du département. Leurs projets sont concrets et très intéressants. Je suis résolument optimiste. On m'a même accusé de l'être trop. Une raison de mon espérance est justement de savoir que l'on pourra toujours compter sur la jeunesse, et tout particulièrement sur la jeunesse de notre pays. La France gagne la guerre des PX. Pour un expatrié, les PX constituent une sorte d'oasis nationale. Sorte de coopérative militaire, PX égale Post-Exchange. Ils se présentent généralement sous la forme assez austère de baraquements de tôle ou de béton affectés à la vente d'objets variés, directement expédiés de la mère patrie, permettant aux soldats d'améliorer leur ordinaire en se procurant un certain nombre de produits de leur pays, naturellement introuvables sur place, à des prix hors taxes défiant toute concurrence. Le succès de cette formule étant impressionnant, les humanitaires comme les fonctionnaires internationaux qui bénéficient de dérogations pour s'y approvisionner, tentent tous de faire leurs courses dans ces magasins dont les statuts, les structures et l'importance varient considérablement d'un pays à l'autre. Le vieil humanitaire que j'étais devenu a vite saisi par quelle combine il pouvait pénétrer dans des lieux, presque toujours des camps militaires, où il pouvait acheter hors taxe aussi bien des chemises Lacoste que du cassoulet Saupiquet, des canettes d'Orangina ou des rochers Suchard. La France, dans le domaine des PX, tient presque partout la dragée haute aux autres armées, pour autant qu'elle soit placée dans des situations où elle est mise en concurrence avec elle, principalement par la renommée et la qualité de ses produits, sa nourriture en premier lieu, fromage, biscuits, foie gras, saucissons, mais aussi ses parfums, ses vêtements, etc. Car la concurrence est rude, aussi bien en Bosnie qu'au Kosovo. Les Américains, bien connus pour ne pas lésiner sur les moyens, ont ouvert de véritables supermarchés dans leur camp, dans la zone verte de Bagdad, mais aussi au camp international Film City, siège du quartier général de la KFOR au Kosovo, qui domine la ville de Prishtine,
où leur Burger King exerce une véritable fascination sur les soldats et les visiteurs originaires de pays qui n'ont pas encore été envahis par les géants du fast-food. Bien connus pour ne rien consommer des produits locaux, donc pour tout importer des USA, les PX américains proposent absolument tout dans leurs immenses hangars. Des accessoires de sport et des insignes militaires, de L', aux minérales provenant des Rocheuses, des antibiotiques et des gouttes pour les yeux, des bonbons et des crèmes glacées, les derniers succès artistiques nationaux sur DVD, un rayon supplément alimentaire pour faciliter la gonflette, les fameuses torches flashlight, des t-shirts de plus ou moins bon goût estampillés We Were There ou Operation Iraqi Freedom, OPX de Camp Liberty de Bagdad, etc. Les Norvégiens ne jouent pas le jeu et sont taxés de concurrence déloyale. Ils établissent en effet d'immenses magasins commerciaux, en particulier à Sarajevo, dont la gestion est dévolue au secteur privé et qui n'ont donc de PX que le nom. N'importe qui ou presque peut s'y approvisionner, principalement en vêtements, mais aussi en matériel optique, électronique et informatique, dans des conditions d'ailleurs à peine compétitives. Les Anglais, toujours sur Film City, ont reconstitué un pub londonien et proposent pudding, baked beans et autres produits Heinz, tandis que les Italiens vendent naturellement pâtes, mozzarella et pizza. On se croirait dans un salon international. La présence militaire française au Kosovo remonte à juin 1999 et s'inscrivit dans le contexte du déploiement d'une force OTAN dans cette province serbe, afin de faire respecter le cessez-le-feu et de protéger la population civile. La France prit tout de suite le commandement de la brigade multinationale Nord, dans une zone principalement habitée par les Serbes. Le choix de ce secteur était délibéré. Réputée pro-serbe, la France, aidée de la Grèce orthodoxe, devait pouvoir contrôler la partie la plus sensible du Kosovo plus facilement que tout autre pays majeur de l'OTAN. Début 2004, les effectifs de l'armée française avaient été réduits à moins de 4000 hommes. Le redoutable colonel Dupuis, alias Kosovo. Au cours de mon séjour au Congo-Brazzaville, j'ai rencontré un grand nombre de militaires de haut rang, qui m'apportaient parfois des informations utiles et facilitaient mes déplacements, notamment lorsque je devais me rendre au sud du pays, en direction de la Bouenza. Un général, qui se présentait alors comme un ancien de Saint-Cyr, m'a invité à passer une journée dans sa maison de campagne, située au nord de la capitale, où il régnait sur une armée de serviteurs, de paysans et de femmes. Ces contacts avec les militaires africains furent pourtant dans l'ensemble assez rares, et se limitèrent à quelques délivrances de laissez-passer. Mais j'ai établi une relation plus suivie avec un Français établi à Brazzaville. Je ne me souviens plus pourquoi cet homme se faisait appeler Kosovo. Mais c'est sous ce nom que cet ancien baroudeur que l'on soupçonnait d'avoir été proche des services secrets français, se faisait appeler. Bombardé colonel de gendarmerie par le bon plaisir du président congolais Sassou Nguesso, il se retrouvait à la tête d'une sorte d'escouade détachée de tout lien hiérarchique réel avec l'état-major des forces armées congolaises. Une quinzaine d'hommes, vraisemblablement bien payés, particulièrement bien équipés et fortement armés. La réputation de Kosovo n'était pas surfaite. Il était incontestablement devenu l'un des hommes forts du pays, et chacun le redoutait, quel que soit son rang et son statut. Il avait la réputation d'un honnête homme, et on disait même de lui qu'il n'avait jamais tiré le moindre coup de feu. Nécessairement soutenu par le président, il était appelé pour trancher dans le vif les incidents les plus graves. J'en fournirai ultérieurement plusieurs exemples. Mais voici le compte-rendu d'une conversation que je tins avec lui. Brazzaville, le 15 mars 2001, invité chez Kosovo pour prendre un verre autour de la piscine de sa villa établie face à la mer, quelques mois seulement après qu'il ait épousé une charmante Congolaise, je ne me lasse pas d'entendre les péripéties de la vie de cet homme sympathique et simple, me demandant comment il avait réussi à s'en sortir pendant les événements dramatiques qui étaient déroulés ces 4 dernières années, principalement dans le Pool, qui avait ensanglanté une partie de Brazzaville. L'homme est à la fois discret et volubile. Visiblement il me raconte ce qu'il veut bien me raconter, et se tait sur le reste. Visiblement aussi, les nombreux enfants du président lui donnent du fil à retordre, et il sut parfois mettre le holà à leurs écarts de conduite, toujours appuyé par papa. Il me raconte comment, un jour qu'il était en faction avec ses gars pour protéger un site en périphérie de la ville,
il vit s'approcher une série de Mercedes roulant dans sa direction à vive allure. Il fit donner l'ordre à ses hommes de se déployer au milieu de la route et d'effectuer des tirs de sommation. Le convoi s'arrêta. Un jeune homme sortit du véhicule de tête, enjoignant le colonel de le laisser passer, lui, un des fils du président et toute sa bande. Kosovo, toujours d'après son récit, pas du tout impressionné, ordonna à ses soldats de pointer la mitrailleuse lourde sur le convoi, qui fit demi-tour sans demander son reste. Kosovo fait partie de ces aventuriers français qu'on retrouve dans tous les pays d'Afrique, baroudeurs à l'itinéraire invérifiable, tout au plus tolérés par nos ambassades, craints par la hiérarchie militaire locale, à la merci d'un pouvoir politique autoritaire et susceptible de sauter à tout moment. Mon laissez-passer ? Un sticker. Depuis que j'épaulais l'équipe de Caritas Liban dans sa distribution de nourriture et de produits d'hygiène dans les villages du Sud, au mois d'août 2006, j'étais particulièrement inquiet lorsque je me présentais au checkpoint de l'armée libanaise. La région demeurait très sensible, quelques jours à peine après la fin des hostilités. Des avions de chasse israéliens continuaient de survoler le pays à grande hauteur, violant impunément les clauses du cessez-le-feu. Le Hezbollah tenait un certain nombre de villages chiites que je devais visiter, dont il avait commencé à financer la reconstruction. Or, à chaque contrôle, comme je ne pouvais présenter aucun laissez-passer, je risquais au mieux le refoulement, au pire un court séjour dans les geôles militaires. Jusqu'à présent, Georges, mon chauffeur, avait toujours parlementé avec succès au checkpoint, mais cette situation ne pouvait plus se prolonger. Mardi 5 septembre, Beyrouth Sud. J'arrive au bureau à 9h, précis comme une horloge, puisque je suis censé partir aussitôt pour le Sud. Je monte immédiatement au 5e étage. Najla Chaba, la directrice du centre des migrants, n'est pas encore arrivée. Dans une demi-heure, me dit Rita, je sais ce que cela veut dire, mais je fais semblant d'y croire. Je redescends au 2e étage, et je ne déploie pas mon ordinateur portable, pensant que ça ne vaut pas la peine pour si peu de temps. J'attends donc. Vers 10h30, n'y tenant plus, je remonte au 5e. Sud-Liban, je croise un char du contingent français de la Finule. Rita est justement en conversation téléphonique avec Najla, qui me demande de partir tout de suite avec Georges vers le sud. Nous sommes assez pressés puisque nous devons nous arrêter au quartier général régional de l'armée libanaise à Saïda pour obtenir un laissez-passer, alors que les bureaux ferment à 13h. 8 km avant l'entrée de la ville, sur la route côtière, un énorme embouteillage nous ralentit. Nous apprenons aussitôt qu'un attentat vient d'être commis sur cette même route, à 500 mètres environ, contre des policiers libanais. 4 d'entre eux seraient tués. J'apprendrai plus tard que sont des policiers chargés de l'enquête sur l'assassinat de Rafik Hariri. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.